Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 28 mai. Déjà, le mois de mai est terminé. Ouh là là. Bon, je salue tout le monde. Une petite dédicace aux Québécois, aux habitants de Côte d'Ivoire. Certains, j'ai reçu des messages. Aux Belges, à nos amis, à notre ami belge qui me fait mes génériques, qui a la gentillesse de passer un peu de temps pour faire ses génériques. Et puis, une nouvelle amie à Toulouse qui se reconnaîtra. Je la salue bien bas. Et puis, à tous vous autres, qui êtes des fidèles depuis des mois et des mois et des mois. Bon. Alors. Il y a une chose qui est très très particulière en France maintenant. C'est que, les médecins ne sont plus libres de prescrire selon leur conscience. Olivier Véran se donne la liberté d'interdire le choix de la prescription. Il faudra suivre les directives gouvernementales. Donc, la chloroquine, il n'est plus question de la donner, c'est complètement interdit. C'est un médicament très, très, très dangereux qu'on utilise depuis 70 ans en vente libre. Sur ce, j'ai publié ce matin les autorités sénégalaises, l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont dit qu'il y a une analyse qui montre clairement qu'il y a une réduction d'hospitalisation face à l'augmentation constante des cas de corona. Et donc, ils continuent sur ce type de produit. Ça diminue le temps de passage à l'hôpital, à condition que ça soit dépisté au début. Au début, on donne chloroquine, azithromycine, etc. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a des résultats, et les gens, au bout de 3-4 jours, ça commence à aller mieux, ça évite une hospitalisation et une mise sous respiration artificielle. C'est tout. Moi, je ne suis pas médecin, mais pour l'instant, il n'y a que ça qui marche. Mais comme par hasard, le Big Pharma, toutes les boîtes, tous les gouvernements qui sont en partie payés par ces énormes multinationales, on vous dit « Ah non, mais c'est dangereux. Attendez, c'était en vente libre encore au mois de décembre. N'importe qui achetait ça, le prenait quand il allait dans un pays chaud. Nos militaires en ont bouffé pendant des mois et des années lorsqu'ils partaient dans les territoires en Outre-mer et en Afrique. Et maintenant, ça devient dangereux. Pour risquer d'avoir des problèmes. Non mais attendez. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on nous prenne pour des gamins. Et là, ça commence à bien faire. Depuis le mois de décembre, c'est fou là, entre 6 bêtes et toute la clique là-haut qui nous disent le tout est au contraire, faut pas de masque, faut en mettre, je sais pas mettre un masque, enfin bon, c'est bon, quoi. Maintenant le masque est obligatoire, faut arrêter, ça commence à déborder, là, moi je tiens plus, oula. Bon, alors, nous allons, en fin de compte, avec la situation actuelle, vers un système qui est en complète contradiction avec le code de déontologie médicale, avec le serment d'Hippocrate et avec le code de Nuremberg. Effectivement, tout acte médical demande un consentement libre et éclairé. Et là, je vous mettrai le lien d'une jeune femme qui fait des vidéos en Suisse, qui vous expliquera un petit peu toutes les relations qu'il y a entre l'Organisation mondiale de la santé, Bill Gates, ça commence à se savoir, le fameux Gavi, le ID 2020 et d'autres laboratoires qui arrosent généreusement, comme le laboratoire Gilead, qui a fait des milliards et des milliards et des milliards de bénéfices. Et le fait de simplement annoncer qu'ils allaient avoir un vaccin, ça fait monter l'action en flèche de dingue de l'argent qui peut se faire en 2-3 jours, simplement sur la cotation d'une action. Enfin bon, dites-vous bien que à qui ça profite. Voilà, on est d'accord? Vous avez compris ce que je veux dire, donc je vous mettrai le lien. Donc, en ce qui concerne la chloroquine, c'est fait. Oui, c'est fait. Je m'y perds un petit peu. Oui, oui. Effectivement, on est d'accord. La loi pour le stop Covid est passée, donc on va tracer les honnêtes gens pour savoir ce qu'ils font. Les crapules qui foutent le bordel, c'est plus délicat de les tracer. Bon, bref. Au fait, la France va accueillir 750 migrants, 400 demandeurs d'asile et 350 mineurs non accompagnés. Après, vous voyez, moi je vous signale, parce qu'on ne vous l'a pas dit bien sûr, voilà. Bon.
Oui, c'est vrai qu'en fin de compte, en réfléchissant bien, comment dire, l'État a enlevé la responsabilité aux médecins de soigner les patients et impose par la loi, qui est injuste, et par la police, une espèce d'organisation sanitaire et à appliquer. Donc, j'avais lu un article qui disait, au nom de la peur, on a fait d'un grain de sable une montagne. Oui, d'ailleurs, combien de mortalité pour une pandémie mondiale? 0,004%. 300 000 morts, 320 000 morts à la louche pour presque 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de morts qu'une grosse saison de grippe saisonnière. Quand il y a la grippe, on ne vous demande pas de rester chez vous, d'être confiné, etc. Puis c'est marrant, parfois la grippe, c'est que dans les pays qui ont la télé, dans les pays industrialisés surtout. Et puis il y a des pays, il n'y a rien, c'est bizarre. Enfin bon. Oh mon Dieu, oh yeah, je suis complotiste. Oula, bon d'accord. J'arrête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors c'est très bizarre parce que l'épidémie de coronavirus n'est pas encore derrière nous, que l'Académie de médecine demande au pouvoir public de sensibiliser la population au risque d'une co-épidémie, grippe plus Covid. Déjà que tous les gens qui ont la grippe, on disait qu'ils avaient le Covid, enfin bref. Cette année, l'épidémie de grippe saisonnière a été plus modérée que celle de l'hiver précédent, avec un taux de consultation divisé par 2. Évidemment, les gens, dès qu'ils toussaient et tout, on leur disait c'est le Covid. Enfin bon, les gens écrivaient des épis pareils. Mais le virus va continuer à circuler pendant l'automne et l'hiver 2020-2021. Vous voyez, on commence à vous préparer pour rentrer dans l'entonnoir de la vaccination obligatoire. On va envisager un scénario catastrophique dans lequel la conjonction des 2 épidémies entraînerait un engorgement des services de réanimation et un nouveau pic de surmortalité, en particulier dans les EHPAD. Il y a encore des gens qui peuvent mourir. Et avec ce qu'on leur a fait déjà, on les a fait mourir volontairement avec le Rivotril, enfin bref. Donc, la raison pour laquelle l'Académie recommande d'associer la vaccination antigrippale et la vaccination antipneumococcique chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Et bientôt, ils vont me vacciner obligatoirement. Vous rigolez, non mais est-ce que j'ai une tête à être vacciné? Bon. Vaccin antigrippe sera obligatoire pour tous les soignants et les personnels sociaux en contact avec les personnes vulnérables, en particulier dans les EHPAD, les institutions, les hôpitaux et les crèches. Il faut que les médecins proposent systématiquement le vaccin antigrippe à chaque consultation. Alors, moi j'avais vu une vidéo sur CNBC de Bill Gates qui avait admis que les vaccins fonctionnent pour les groupes les plus vulnérables et ils doivent être surchargés. Puisque, en fin de compte, il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à choper, donc ils mettent la dose maxi. Donc, pour certaines personnes qui sont faibles, la dose est trop forte, ça les rend malades, si ça ne les achève pas, et pour pouvoir immuniser les autres personnes qui sont plus difficiles à immuniser. Donc, et il disait, cette surcharge signifie donc que certaines personnes vont être blessées ou tuées à cause de cela, puisque la dose est tellement forte. Et encore, je me pose la question si l'immunisation se fait vraiment, ce que je doute fortement. Mais en fin de compte, j'avais relevé aussi quelque chose qui était assez intéressant. Il avait l'air de sous-entendre que le vaccin contre la grippe ne servait à rien pour les personnes âgées. Enfin, il nous disait que l'efficacité des vaccins chez les personnes âgées est toujours un énorme défi. Il n'est pas si efficace que ça chez les personnes âgées. Je vous rappelle que la sécurité sociale envoie des courriers à toutes les personnes du 3e et du 4e âge en leur disant « c'est gratuit, allez vous faire piquer ». Bon. D'accord. Je voulais vous dire qu'on est dans une crise économique fantastique, mais très très fantastique. Après la catastrophe sanitaire que nous avons vécue, qui continue de nous menacer, les Français, les Françaises ne tolèrent plus les conséquences tragiques de la désindustrialisation organisée par les gouvernements successifs. Nous qui sommes souverainistes, depuis très longtemps, nous l'avons toujours dit, c'est la logique paysanne, pas tous ses œufs dans le même panier, dépendre à 90% pour des médicaments et pour d'autres choses, bientôt pour les voitures, des fabrications étrangères, c'est un non-sens, et au niveau écologique, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Ce que ça peut coûter de faire venir un jeans qui fait 10 000 km, non mais attendez, plus tous les containers qu'on fait venir d'Amérique du Sud, de la viande, du Canada, etc. Mais arrêtez. Mon Dieu, j'ai roulé 5 km en véhicule diesel en ville pour aller bosser. Oh mon Dieu, la Terre s'en remettra pas. Si on met la France à l'arrêt complet,
plus rien ne tourne en France. On représente, je crois, 0,01% de la population, de la pollution mondiale. Je ne sais pas si vous voyez. C'est peanuts. Donc, vous pouvez faire tourner votre voiture 24 heures sur 24, arrêtez. C'est pas pour ça que vous allez mettre la planète en danger. Ouais. Mais bon, enfin, c'est peut-être un moyen de vous prendre des sous, vous voyez, de vous taxer toujours plus. Enfin, je le vois comme ça, moi, surtout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, qu'il faut faire attention au gaspillage, faire attention à la pollution de l'air, parce qu'effectivement, quand l'air est pollué, nous sommes bien d'accord, il y a des maladies bronchopulmonaires, il y a des cancers, etc., etc. On est bien d'accord, je suis d'accord. Il faut faire des efforts. Mais de là à nous faire taxer, etc., à cause de la pollution, qu'on inculque les bons gestes, on est tout à fait d'accord. Mais nous dire, oui, vous êtes des vilains parce que vous polluez, franchement, avec tous les camions qui transitent par la France, qui nous polluent, qui font Europe du Nord, qui vont en Espagne, qui vont au Maroc, qui reviennent chercher des tomates et qui reviennent... Non mais attendez, c'est bon quoi. Voilà, enfin bon. Donc les meilleurs médecins, infirmières, soignants ont besoin d'une industrie nationale fiable, innovante à leur côté pour assurer la quantité, la qualité des matériels et des médicaments. Mais en fin de compte, Macron qui nous parlait de la fameuse start-up nation est synonyme de chômage, de bas salaire et une menace sur la vie des citoyens par elle-même. Le gouvernement a menti depuis le début de cette crise. Et ils ont un petit peu senti le vent du boulet. Ils ont rapidement adopté une rhétorique en faveur de la relocalisation des usines. M. Bruno Le Maire n'a pas hésité à affirmer que la désindustrialisation avait été une des pures erreurs des gouvernements passés, mais lui-même a passé, dans les 20 dernières années, il a presque participé à tous les gouvernements, donc il a été caution quand même de ce qui s'est fait. Maintenant, il vient cracher dans la soupe en disant qu'il ne fallait pas le faire. Mais Coco, quand tu touchais ta paye, tu n'as pas dit « je démissionne parce que ce que les gouvernements font ne me plaît pas. Hein ». Donc voilà, évidemment, on l'a toujours dit, tout cela est en fin de compte dû aux causes absurdes de l'Union européenne qui ouvre nos frontières à la concurrence déloyale, antisociale et anti-écologique. C'est la moindre des choses. Hein. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas assez de sociétés de transport, de camionneurs, de chauffeurs routiers français, et on est obligé de faire venir des flottes entières de Hongrie, de Bulgarie, je ne sais trop quoi, pour aller faire du fret en France. Mais franchement, je ne crois absolument pas que le gouvernement a sincèrement pris conscience de ses erreurs et changé de politique, il n'en est rien. Les paroles trompent nos citoyens, mais les citoyens doivent se fier aux actes, et les actes sont loin d'être identiques aux promesses. Le gouvernement n'a rien fait pour relocaliser durablement la production de matériel médical et de médicaments. La Chine a multiplié sa production de masques par 10. Le gouvernement français, au bout de 3 mois, peine à doubler la production, malgré les multiples initiatives de la société civile. Le Maroc réussit à produire 7 fois plus de masques par habitant que la France. Rendez-vous compte ? Le projet de rouvrir l'usine de masques Sperian en Bretagne est renvoyé en septembre, alors que tous les professionnels s'accordent à dire qu'un tel site pourrait rouvrir en 2 ou 3 mois. Mais on reporte toujours au calendrier grec, pour reprendre l'expression si vous la connaissez. Pire encore, le gouvernement refuse d'intervenir pour sauver des usines qui ont un rôle stratégique afin d'assurer notre indépendance, notre souveraineté sanitaire. Plusieurs mouvements politiques ont demandé la nationalisation temporaire de l'usine Luxfer, le seul fabricant en France de bouteilles d'oxygène médical et en Europe. Ben non, le site a été fermé par un fonds d'investissement qui cherche à détruire les machines qui, elles, sont protégées par les ouvriers. Bruno Le Maire, malgré ses belles paroles, a refusé de lever le petit doigt et s'en est remis, comme toujours, à des investisseurs étrangers. Nous avions une usine en région lyonnaise aussi qui pouvait faire de la chloroquine. Eh ben non, ils ne veulent toujours pas la racheter et la mettre en fabrication. C'est encore un fonds de pension, pas un gros groupe qui veut se débarrasser de cette usine parce que comme elle est fabriquée en France, ça coûte trop cher. Enfin bref. Donc, en fin de compte, les pénuries de médicaments sont maintenant reconnues par tous. Le gouvernement a refusé toutes les propositions pour mobiliser la pharmacie centrale des armées, l'Agence des équipements et produits de santé, qui sont capables de produire par eux-mêmes des molécules. Il faut coordonner une nouvelle protection nationale et un plan de relocalisation, déterminer ce qui est prioritaire et faire en sorte qu'on ait toujours quand même une solution de dépannage avec une fabrication française. Bien non, toujours pas. Il a été d'ailleurs pris en flagrant délit, notre Emmanuel Macron, d'incompétence avec l'histoire du vaccin de Sanofi promis aux Américains sur le dos des Français. Voilà.
le contribuable paye, le gouvernement est incapable de défendre les usines et les emplois industriels français. On donne 5 milliards d'euros d'argent public à Renault, sous la forme d'un prêt, et il y aurait entre 5 000 et 9 000 emplois menacés. Ah, voilà. Les petites PME, les entreprises intermédiaires, sont toujours méprisées par la technocratie de Bercy et par Bruno Le Maire. Le premier fabricant de livres français, Adoba, avec 6 sites et 1000 employés, s'est vu refuser son prêt, le fameux prêt garanti, alors que l'entreprise dégage des profits après de lourds efforts de restructuration et le maintien d'un savoir-faire. C'était du Made in France. ArcelorMittal poursuit ainsi le démantèlement de la sidérurgie française. Profitant de la crise sanitaire, la multinationale a fermé le premier haut fourneau de Fos-sur-Mer le 23 mars, veut fermer le deuxième en juin, mettant 2500 salariés et 1500 sous-traitants au chômage, tout en détruisant l'outil de production de plusieurs centaines de millions d'euros. À Florange, en Lorraine, le groupe a fermé définitivement la cookerie, le cook, la houille, alors qu'il avait promis de maintenir l'activité jusqu'en 2022. Ces gens font ce qu'ils veulent. Et nous, en plus, on donne des subventions pour maintenir les emplois, ils prennent l'argent et après, c'était 2022. Là, on est en 2020, ils ferment déjà. General Electric a aussi profité de la crise pour poursuivre le démantèlement d'Alstom à Belfort et en France. Le groupe a osé écrire à ses 270 sous-traitants pour demander une baisse de 20% de leur prix. Toutes ces entreprises pourraient accomplir comment ? Comment pourrait-il baisser de 20% les prix? Il s'agit d'un chantage pour préparer de nouvelles délocalisations, en particulier les activités d'entretien et d'ingénierie de haut niveau. Les syndicats ont démontré que la direction américaine de General Electric transférait des commandes de l'usine de Belfort vers ses sites américains, tout en manipulant la comptabilité pour que les sites français passent artificiellement dans le rouge et soient fermés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les gens passent des commandes à Alstom, Belfort, et en fin de compte, ils transfèrent les commandes aux États-Unis, enfin dans d'autres usines du groupe. Et après, ils vont dire, ah ben ouais, le site de Belfort n'est pas rentable. Tout est comme ça depuis des années et des années et des années. Rappelez-vous que c'est le gouvernement qui ne fait rien, et c'est Emmanuel Macron qui a vendu Alstom à General Electric. Rien ne change au niveau européen. Pendant que le gouvernement promet la main sur le cœur de tout changer, les signatures des traités de libre-échange déloyaux continuent. Le 12 février, l'Union européenne a signé un contrat avec le Vietnam, accord accepté par le Conseil européen le 30 mars, y compris par le gouvernement français. Le 28 avril, un accord avec le Mexique. D'autres accords sont prévus avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Bolivie, l'Angola. Bientôt, l'Inde, l'Indonésie et des dizaines de pays africains. Il y a même un traité avec les États-Unis qui a été relancé contre l'avis de la France. En réalité, les belles paroles du gouvernement ne valent rien, car on ne peut attendre de ceux qui ont créé des problèmes qu'ils ne puissent les résoudre. C'est eux qui ont créé les problèmes. Et ils ne sont pas capables de les résoudre. C'est dans leur mode de pensée. Ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, n'ont pas été des victimes, non. Ils ont bel et bien organisé cette désindustrialisation. Emmanuel Macron était responsable comme ministre de l'économie du plus grand nombre de pillages industriels de la Ve République. Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel. En restant soumis aux traités européens actuels et aux dogmes de la mondialisation sauvage, ils démontrent chaque jour qu'ils ne veulent rien changer au malheur de la France. Nous devrons convaincre les Françaises et les Français de faire confiance à d'autres partis pour appliquer une politique de rupture avec ce système et recréer une industrie française souveraine pour notre pays, pour l'emploi de tous, pour l'emploi de toutes les personnes qui vivent en France et qui cherchent à travailler et à faire vivre leur famille en gagnant leur pain. Voilà. Hein. Et pour moi, le travail, c'est aussi un symbole d'assimilation, d'intégration. Quand vous avez le travail, vous vous levez le matin, prenez des transports en commun, c'est plus ou moins agréable, vous allez voir des collègues de travail, vous travaillez, vous gagnez votre argent à la sueur de votre front. Vous pouvez rentrer à la tête haute chez vous avec votre fiche de paye parce que vous avez fait fonctionner le système et vous ne vivez pas que d'allocations. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tomber à force dans la fainéantise et mal viré. On se lève, on travaille, on nourrit sa famille, on élève
on élève ses enfants dans le respect du travail, qu'il faut un minimum de recherche intellectuelle, de recherche physique. C'est pas évident, c'est dur, mais c'est le goût de l'effort. Voilà. Hein. Si on passe son temps à la maison, vautré dans un canapé à regarder des séries à la télé, je veux dire, c'est pas un bon exemple qui est donné aux enfants. Et aussi, les enfants, ça oblige à avoir un minimum d'investissement éducatif. Hein. On ne les lâche pas dans la rue comme ça, et après on vient se plaindre qu'ils ont fait des bêtises et que la police vous les ramène, ou que malheureusement ils ont fait des grosses bêtises et qu'ils ont fait du rodéo. Hein. Ils ont fait du rodéo sur des voitures, sur des motos trafiquées, dans des voitures, et puis il y a eu un accident, et puis la famille va pleurer. Hein, pleurer l'accident, pleurer le décès d'un enfant, d'un jeune, mais qui aurait été laissé en liberté, dans la rue, avec toutes les mauvaises influences. Voilà. Hein. Donc, effectivement, c'est bien beau d'avoir 5-6 enfants. C'est bien beau, les allocations familiales, mais il faut aussi s'occuper de ces enfants, de faire en sorte qu'ils restent dans le droit chemin. Donc, redonner le goût de l'effort, hein, et pas un nivellement par le bas où on tombe dans une espèce de déchéance intellectuelle, morale. Bien, allez, on va terminer par des imbéciles qui profitent du système. Là, on va parler d'une population qui peut être française par la naissance dans des territoires d'outre-mer, ou d'ailleurs la naissance du continent africain. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui se révèlent d'une identité de défense noire africaine, plutôt. Et vendredi dernier, le 22 mai, vous allez voir, mais c'est un truc n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, je vous le mets. Des manifestants ont détruit 2 statues de Victor Schœlcher, l'homme qui décréta l'abolition définitive de l'esclavage en France le 27 avril 1848. Et donc, des vandales, je crois, ont détruit, ont mis à terre les statues de ce monsieur qui avait fait passer cette loi à l'époque. Et ils ont reçu le soutien enthousiaste d'un groupe militant fier de ne soutenir que les personnes ayant une certaine couleur de peau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un groupuscule, mais que n'aurait-on dit si c'était un groupuscule, suprémaciste de blancs? On aurait dit, oh, les vilains néo-nazis, les fascistes, les racistes. Ben non, non. C'est un groupe, ce sont des Noirs de Martinique qui ont fait tomber les statues et qui sont encouragés par la fameuse Ligue de défense noire africaine. Voilà. Hein. Je rappelle quand même que Victor Schœlcher était un humaniste, un militant des droits de l'homme, un socialiste. Bon. Et à l'origine de son engagement militant, il y a d'abord une postulation éthique et une exigence morale, le combat pour la raison, le combat pour la justice, le combat pour les droits de l'homme. La liberté de tous les hommes, quelle que fût leur race ou leur couleur, et celui de l'égalité de tous devant la loi. Bon, c'est quand même un brave homme, hein? Eh ben non, il y a des imbéciles qui ont trouvé le moyen d'aller faire tomber les statues. Alors ce fameux groupuscule de Ligue de défense noire avait déjà empêché une représentation d'une pièce à la Sorbonne, la pièce qui s'appelait Échille. Voilà, donc ces obsédés de la couleur de la peau haïssent l'universalisme, que ce soit celui de l'Antiquité, celui qui conduisit à l'abolition de l'esclavage avec Victor Schœlcher. Leur combat n'est pas celui de l'émancipation et de la liberté de tous les hommes, mais ils veulent en fin de compte enfermer les gens dans des assignations identitaires et leur rendre mort forcé de certains dans une armée tribale au service de leur obsession et de leur ambition. Hein, ils veulent regrouper tous les Noirs, mobiliser tous les Noirs pour reprendre le pouvoir. Le grand Aimé Césaire, le grand poète, avait célébré la grandeur de Victor Schœlcher, voilà, et son engagement humaniste. Hein. Et en fin de compte, vous avez aperçu qu'une partie de la gauche, on va dire régressive, se compromet maintenant avec des gens qu'on appelle des indigénistes et des décoloniaux. Ce sont ceux qui ont détruit les statues d'une figure tutélaire quand même de l'abolition de l'esclavage. Donc vous voyez bien, en fin de compte, la déchéance
de la politique, d'une certaine partie de la politique, où on passe tout, des choses qui sont... Il était quand même un des héros, ce monsieur, de la magnifique conquête de la civilisation, qui est l'abolition de l'esclavage. Mais je comprends pas, moi, je comprends pas. Accuser la France et les Blancs de tous les maux et réécrire l'histoire est la meilleure manière d'être aveugle à une partie du problème et de se condamner à ne rien résoudre. Cet incident, c'est pas un incident, si vous voulez, c'est révélateur de l'emprise croissante d'une idéologie destructrice nourrie à la haine de la France et d'un racialisme authentiquement et profondément raciste. Hein, Camélia Jordana, voilà. C'est toujours cette haine de la France, c'est-à-dire c'est vivre en France et quand même avoir la haine de la France. Alors je dis pas que tout est blanc, enfin, tout est blanc, tout est beau si vous voulez, mais d'ailleurs en Afrique, un groupement qui revendique en Afrique du Sud, vous pouvez avec Xenoso, ils disent commencez par tuer les Blancs, commencez par tuer les Chinois, commencez par tuer les Indiens, mais ne tuez pas vos frères noirs. Voilà, donc vous apercevez quand même qu'il y a une conception racialiste de la société et qui joue sur le combat entre les groupes ethniques et voilà. C'est une sorte de fascisme noir si vous voulez. Hein. Voilà. Puis il y a une autre association qui s'appelle le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, et la brigade aussi anti-nigrophobie. Et puis voilà. Donc, que dire d'autre c'est une aberration. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Mais en fin de compte, ne pas céder aux violences ni aux intimidations. Et voilà, rester fidèle à l'œuvre de Schœlcher qui défendait une certaine universalité. Tout homme a la même valeur. Après, tout homme doit se plier aux règles du pays où il est reçu. Et faire en sorte de prendre sa place dans la structure sociale et de faire en sorte que tous les rouages s'emboîtent les uns dans les autres pour que toute la population du pays fonctionne et s'emboîte le plus possible pour avancer, pour le bien de tous. Mais pour l'instant, on est plutôt dans la régression, puisque certaines personnes sont toujours dans l'affrontement et dans cette racialisation et dans le fait de culpabiliser toujours la France et les Français. Je ne suis pas responsable de ce qui se passait il y a 150 ans, comme une personne de 20 ans, de 23 ans, je pense à une personne en particulier, qui peut être originaire du Maghreb, n'est pas responsable des actions du FLN. Voilà, je veux dire, elle est là, elle se plie, elle travaille, elle est rentrée dans le moule, et puis voilà, elle peut être fière de ses origines éventuellement, comme on peut être fier d'être corse, comme on peut être fier d'être alsacien. C'est tout. Bon sang. Mais il y a des gens intelligents. J'ai des voisins, ils sont d'origine tunisienne, et ils sont tous les deux bac+5, ingénieurs, je ne sais trop quoi, la dame. Le fils fait aussi des études d'ingénieur. Toute la famille fait des hautes études, et ce sont des Tunisiens. Ils ont trouvé leur place dans la société. Voilà. Je connais d'autres Tunisiens, bon, il a monté sa petite structure, il fait du pain, il vend sur les marchés, bon, bah, il bosse, il cotise, voilà. Bon, chacun en fonction de ses possibilités. Pas tout le monde peut être bac+5, après il faut trouver sa place, bien sûr, c'est pas évident, mais rien n'est évident de nos jours. Voilà ce que je peux vous dire, je sais, j'ai été un peu long. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que le son était bon. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc je ne l'ai pas dit. Un tout petit détail. J'ai essayé avec un connecteur. Hein, j'ouvre une parenthèse. J'ai essayé avec un connecteur et je m'aperçois que j'ai un gain sur les grisements, les gribouillis du micro. Mais en fin de compte, je perds un tout petit peu de puissance de volume. Donc en fin de compte, si je le mets, je vais perdre un tout petit peu de puissance. Donc, voilà, pour ceux qui m'ont posé des questions d'ordre technique concernant mon micro. À très bientôt. Écoutez, partagez, hein, likez. Ma foi, j'essaye de bonnes paroles, vous apporter des informations.
Allez. Oh, bientôt, on va avoir l'Albanie aussi dans le marché commun. J'ai un article là-dessus, je vous dirai. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.